me présente alors Nicole Delperrier et je suis déléguée régionale Normandie de l'Alliance Maladies Rares. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation et je vous remercie infiniment donc, de votre présence. Donc, quelques mots sur l'Alliance Maladies Rares, dont le siège se trouve à Paris. Reconnu d'utilité publique, c'est un collectif qui a été créé en février 2000 sous l'impulsion de familles et d'associations qui étaient à ce moment-là au nombre de 40. Maintenant, nous avons 214 associations de malades qui adhèrent donc à ce collectif. Les missions, je vais vous parler un petit peu des missions de l'Alliance Maladies Rares, qui sont de faire reconnaître et vive la lumière, de faire reconnaître et connaître et reconnaître les maladies rares auprès du public et des pouvoirs publics, de travailler pour améliorer la qualité de vie des personnes par un meilleur accès à l'information et à leur prise en charge, de soutenir la recherche pour promouvoir l'espoir de guérison, d'aider les associations membres à remplir leur propre mission. Elle est donc la voie des associations membres à remplir, atteinte de maladies rares en France. Au niveau des régions, il y a tout un réseau de bénévoles pour soutenir ces missions. Donc pour la Normandie, donc je suis pilote de la région Normandie. Vous avez Monsieur René Berthoud, délégué local Centre-Manche, et puis Madame Marie-France Lebasque, qui est déléguée départementale pour le département de l'Eure. Je ne l'ai pas vue arriver, Marie-France, je ne l'ai pas vue. D'accord. Mais peut-être qu'elle va venir un petit peu en retard. En ce qui me concerne, donc, je représente l'Alliance Maladies Rares dans des instances institutionnelles au niveau de l'Agence régionale de santé Normandie, de la CRSA, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, ainsi qu'à la MDPH du Calvados. Qu'appelle-t-on maladies rares ? Bon, il y en a beaucoup qui savent, mais je préfère quand même faire un petit rappel pour ceux qui viennent aussi pour entendre et découvrir un petit peu. Ce sont toutes les maladies qui touchent un faible pourcentage de la population, moins d'une personne sur 2000. 80% des maladies rares sont d'origine génétique et touchent tous les âges de la vie. Les questions, c'est l'errance diagnostique. C'est une question majeure. Elle perdure et demeure. 6 000 à 800 maladies rares sont dénombrées et chaque mois, de nouvelles sont identifiées. Elle se caractérise par une grande variété de problèmes et de symptômes qui varient non seulement d'une maladie à l'autre, mais d'un patient à un autre patient de la même maladie. Derrière des symptômes relativement communs peuvent se cacher des maladies rares. Cette complexité rend leur prise en charge difficile. La recherche du diagnostic peut durer des années et les erreurs diagnostiques amplifient considérablement cette errance avec parfois de lourds préjudices physiques et psychiques pour le malade et la famille. Une autre question majeure, le manque de traitement. Dans leur immense majorité, les malades ne bénéficient d'aucun traitement curatif. 1% des maladies rares en bénéficient actuellement. Ils reposent le plus souvent uniquement sur la prise en charge des symptômes, avec souvent une approche pluridisciplinaire. Les enjeux de l'Alliance Maladies Rares. Nous avons donc 2 plans nationaux maladies rares qui ont été donc créés en 2005 et 2011 sous l'impulsion également des familles et des associations, donc qui ont permis la création des centres de référence, c'est une expertise de haut niveau, et des centres de compétences pour faciliter le diagnostic et l'accès aux soins. Donc, depuis quelques mois, des filières de santé pour être au plus proche des malades et renforcer l'action des centres de référence. En Normandie, au niveau des CHU de Caen et de Rouen, il existe 4 centres de référence et 99 centres de compétences, mais je pense que mesdames les professeurs de génétique vont peut-être me dire si je me suis trompée ou pas, je les ai comptés. Voilà. Donc, ces centres de référence et compétences ont été labellisés en novembre dernier. Les progrès rapides de la génétique laissent entrevoir des perspectives de meilleure connaissance et d'amélioration dans le traitement de certaines maladies rares. Vous aurez donc l'occasion d'échanger avec les professionnels de santé du service génétique du CHU de Caen, présents dans la salle. Un 3e plan national maladies rares est en construction depuis plus d'1 an. Les nouveaux enjeux de l'Alliance Maladies Rares, c'est de continuer à lutter contre l'errance diagnostique, de permettre un diagnostic rapide afin de réduire cette errance, de rendre accessible le plus tôt possible et à des prix plus justes les traitements aux malades. C'est de renforcer la recherche médicale
en augmentant les innovations thérapeutiques. C'est aussi la recherche sur les sciences humaines et sociales pour répondre à de nouvelles idées de prise en charge afin d'éviter les ruptures de parcours dans la vie du malade, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des malades. La représentante de la Fondation Maladies Rares pourra intervenir au cours de nos échanges et vous dire un peu plus sur les appels à projets proposés pour accélérer la recherche et apporter un réel bénéfice aux malades. C'est aussi favoriser la formation et l'implication des associations de malades, favoriser le partage des connaissances et des savoir-faire sur les maladies rares. C'est également s'engager en Europe et à l'international pour la recherche et favoriser la conception de nouveaux médicaments. Sur le plan européen, la France est un des pays leaders. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la Journée internationale des maladies rares, donc 2018, c'est un événement annuel, c'est la 11e. Cette journée est organisée le dernier jour du mois de février, qui est un jour rare, au travers d'actions diverses en France et dans le monde. Actuellement, nous avons donc 90 pays qui sont concernés pour faire des actions de sensibilisation. 2018 a pour terme la recherche et a pour objectif d'inciter les décideurs politiques, chercheurs, entreprises et professionnels de santé à impliquer plus souvent et plus efficacement les patients dans la recherche sur les maladies rares. Le concept de la rencontre d'aujourd'hui, regard croisé sur les maladies rares. En mai 2017, l'Alliance Maladies Rares Normandie a répondu à un appel à projet Démocratie sanitaire de l'Agence régionale de santé Normandie en lien avec la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Il s'agit de recueillir l'expression des attentes et des besoins des usagers et de permettre un décloisonnement des secteurs sanitaires, médico-social, social et de tous les acteurs qui gravitent autour du malade et de la famille. Ainsi, avec le soutien de l'ARS, de l'Université de Caen-Normandie et du partenariat du service génétique du CHU de Caen, le projet s'est construit à partir d'un questionnaire envoyé à près de 90 associations de malades en Normandie. Les résultats des questionnaires reçus en retour ont alimenté les groupes de travail associations, groupes de travail médical recherche et groupes de travail médico-social. La restitution des synthèses vous en sera faite au cours de cette rencontre. Ce moment que nous allons passer ensemble, nous le souhaitons interactif, permettre des échanges et une communication les plus libres possibles pour parler des maladies rares. Des temps d'échange vous seront dédiés, des vidéos de quelques minutes seront projetées et nous avons fait appel à des familles pour apporter leurs témoignages. Donc je vous présente nos deux modérateurs qui vont nous accompagner tout au long de cette rencontre. Madame Gérard Marion, généticienne clinicienne service génétique du CHU de Caen, et Monsieur Berthoud René, qui est délégué local Centre-Manche de l'Alliance Maladies Rares. Je voudrais remercier Monsieur le Président quand même de l'Université de Caen d'avoir accepté donc de nous prêter cette salle et je voudrais remercier aussi les services dédiés de l'Université de Caen qui ont permis donc de m'aider dans toute la logistique de cette rencontre. Avant de passer la parole à Madame Quesnel Marie-Claire qui est présidente de la CRSA Normandie. Bonjour à tous, je salue Madame Delperrier qui m'a fait le plaisir de m'inviter aujourd'hui et puis bonjour à tous de votre présence. Et pour moi, effectivement, c'est très important en tant que présidente de la CRSA de venir écouter vos attentes par rapport à vos besoins. Je crois qu'ils sont importants, certes, mais c'est important que nous puissions les intégrer. Et si vous me permettez, mon intervention portera en première partie sur la présentation courte de la CRSA dans son rôle, mais aussi le PRS qui est en pleine construction et je dirais mon ressenti par rapport aux maladies rares et ce qu'on peut attendre de notre conférence. Voilà. Donc la CRSA est une instance de démocratie sanitaire qui travaille étroitement avec l'ARS. La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé, y compris les usagers, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. L'expression de démocratie sanitaire a été consacrée dans la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La loi HPST de 2009 instaure la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, la CRSA, et les conférences de territoire, les CTS, qui sont devenues depuis l'an dernier
des conseils territoriaux de santé. Donc, dans notre région, nous en avons 7, un peu plus que un par département. C'est-à-dire que la Seine-Maritime en a 2, pour dire simple. Et dans ces CTS, c'est des représentants de la responsabilité de la société civile, mais au niveau de la CRSA, vous avez une représentante, puisque Mme Delperrier nous fait le plaisir de représenter les maladies rares au sein de cette instance. Au niveau des CTS, je pense que peut-être que les maladies rares ont des représentants, mais j'en suis pas sûre. Hein. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a quand même dans chaque région des CTS qui vont mettre en place très concrètement le PRS dans les mois qui viennent. Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite donc que la CRSA intervienne à différents niveaux, développer la concertation et le débat public, améliorer la participation des acteurs de santé, soutenir les projets aussi qui peuvent intervenir pour améliorer le droit des usagers. Et je pense que vous en avez fait bon usage par l'appel à projets que vous avez fait pour vous permettre d'aller plus loin. Ça fait partie des cofinancements entre l'ARS et la CRSA. Promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers, j'y reviendrai. Coordonner leur avis afin d'en faire une force de proposition dans la mise en œuvre de la politique régionale de santé. La CRSA rend également des avis publics, notamment dans son rapport annuel sur le respect des droits des usagers. Et je profite de cette occasion pour vous dire que dans tous les établissements de santé, vous avez des représentants des droits des usagers. Et je pense que quand vous avez un proche ou vous-même hospitalisé, je crois qu'il faut utiliser cette possibilité d'exprimer votre ressenti, car c'est comme ça qu'on peut améliorer effectivement le rapport entre les professionnels et le patient. Je crois que c'est ces avis qui nous permettent aussi d'enrichir notre rapport qui est de plus en plus pertinent. Le projet de loi de santé aussi, qui était, bien sûr, on nous demande notre avis, mais je dois dire qu'au-delà de l'avis que nous allons formuler, nous avons été très, très associés à son élaboration. Bien sûr, nous sommes insuffisamment connus, la CRSA. Bon, je crois que si on posait la question dans la salle, peu de personnes connaissent la Conférence régionale de santé, malgré qu'elle a quand même 8 ans d'ancienneté, et je dirais presque, oui, 8 ans d'ancienneté. Pourtant, elle est indispensable pour l'écoute, pour porter les revendications et pour informer sur les problématiques de santé que nous pouvons faire remarquer au niveau de l'Agence régionale de santé et peser autant que faire se peut sur des positions qu'elle pourrait prendre. La politique de santé, elle est construite au travers de ces remarques et je pense que nous en faisons, nous ne nous en privons pas. Je voudrais vous dire quelques mots sur notre prochain PRS. Il sera public, je dirais, vraisemblablement au 2e semestre de l'année 2018. Il est tourné sur l'usager. Je crois que la grosse différence, ceux qui ont connu le PRS précédent, il était tourné sur l'offre, l'organisation de l'offre. Le prochain PRS, il sera tourné vers l'usager. C'est fondamental de bien comprendre cette différence. Je me permettrai de vous dire l'ambition collective de ce projet. Faire de la prévention et la promotion de la santé le premier levier du bien-être de la population. Réduire les inégalités de santé, qu'elles soient sociales ou territoriales, en offrant une réponse de santé proportionnée aux vulnérabilités. Et vous voyez bien que ce mot, je me suis arrêtée pour le dire, parce que la vulnérabilité, elle n'est pas que matérielle, elle est quelquefois physique, c'est au pluriel. Chaque usager doit pouvoir, tout au long de sa vie, agir pour la santé et celle de ses proches. Chaque usager doit pouvoir s'exprimer, être entendu, être partie prenante de la qualité du système de santé. Chaque usager a accepté, doit avoir accès à une offre de santé adaptée à ses besoins. La santé pour tous est une ambition reposant sur un système de santé de qualité, soutenable et novateur. Chaque usager et chaque professionnel doit disposer d'une information lisible. Et je pense que dans votre cas,
C'est très important. Chaque usager doit bénéficier d'un service et des interventions de santé performantes. Mettre l'innovation au service du système de santé, développer et pérenniser les synergies avec les institutions publiques et coordonner leur politique au service d'une action globale en santé. Je pense à l'éducation nationale, je pense à la politique environnementale, je pense aux relations entre l'État et la région. Pour notre territoire, chaque usager doit pouvoir bénéficier d'un parcours fluide. Alors j'arrive à la conclusion, où chaque usager doit pouvoir bénéficier d'un parcours fluide. Je passe cette partie, hein, mais enfin bref, on va essayer d'aller plus vite. Nous voyons bien les limites de l'exercice. Dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les maladies rares, même si certaines d'entre elles sont aujourd'hui mieux appréhendées par les nouvelles technologies, par exemple avec l'IRM, il me semble que votre association Alliance Maladies Rares, le territoire pertinent dépasse la Normandie, la France peut-être, voire au-delà. Et dans ces perspectives, nous devons, dans notre région, nous doter de moyens fiables et performants sur l'ensemble de notre territoire afin de développer la fibre optique, par exemple, devenue une priorité pour répondre au développement de la télémédecine. Un effort de l'ARS a été consenti l'an dernier en équipant 35 EHPAD qui pourront, par leur équipement, servir la population et les PSLA, les PSLA dans des tailles importantes qui, eux, vont mailler tout le territoire. Je crois qu'effectivement, les EHPAD devront mettre leur équipement au service de la population. Chaque usager doit pouvoir, à tout moment de sa vie, pouvoir agir pour sa santé. Je rappelle que nous avons des critères. Je dirais que 40%, c'est du comportement individuel, l'alimentation par rapport à son comportement. Il y a la génétique pour 30%, et la physiologique aussi, bien sûr. L'environnement et les dispositifs de santé comptent que pour 10%. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, que la prévention, l'éducation à la santé deviennent une priorité fondamentale de notre futur PRS. Et pour les maladies rares, il faudra un accompagnement particulier. Merci de votre attention.